Malheureusement, l'argent peut parfois résoudre n'importe quel problème. Bien sûr, ils ne peuvent pas aider un vrai monstre, mais ils peuvent le couvrir. Elisa Cap est née le 21 janvier 1977 à Potenza, en Italie. Cette ville était petite, avec une population d'un peu moins de 70 000 habitants, qu'on surnommait verticale. Il se compose de haut et de bas et est situé à flanc de montagne. Sa mère était employée du trésor et son père travaillait comme vendeur dans un magasin de tabac. Elisa est devenue le troisième enfant de la famille, les premiers étaient des frères nommés Gilda et Luciana. Les Lep étaient une famille très religieuse. Chaque dimanche, ils assistaient au service religieux. L'héroïne de l'histoire a été décrite comme une fille gentille et douce. Elisa ne voyait toujours que le bien chez les gens, ce qui la faisait paraître un peu naïve. Cependant, sa gentillesse et sa compassion l'attiraient, elle avait donc de nombreux amis. Elle s'entendait facilement avec de nouvelles personnes. Au moment des événements décrits en septembre 1993, Elisa, 16 ans, était au lycée et pendant cette période, elle décidait de ses projets de vie futurs. La jeune fille rêvait de devenir médecin. C'est pourquoi, après mes études, j'ai voulu entrer dans une université de médecine afin d'avoir plus tard l'opportunité d'aller en Afrique en tant que volontaire avec des médecins en exercice. Le 12 septembre 1993, l'héroïne du récit envisageait d'assister à une fête de famille dans une maison de campagne. Pour tout préparer, tôt le matin, les parents d'Elisa, accompagnés d'un des frères de la jeune fille, sont partis hors de la ville. Gilda devait arriver plus tard, vers l'heure du déjeuner. Comme n'importe quel autre dimanche, l'héroïne de l'histoire voulait aller à l'église avec son amie prénommée Eliana. On supposait qu'après cela, l'amie rejoindrait également la famille d'Elisa pour un dîner de fête. Elisa s'est réveillée tôt le matin. À 11h30, j'ai quitté la maison et je me suis rendu à l'église de la Santissima Trinita, qui était centrale dans la ville. Son frère attendait le retour de sa sœur. À peu près à ce moment-là, l'interphone sonna. Le jeune homme a décidé que sa sœur était revenue du service. Cependant, à sa place, l'amie d'Eliana se tenait sur le seuil. Elle a dit qu'ils étaient ensemble à l'église, mais quand ils sont partis, une grande foule de gens est passée par là et les filles se sont manquées. Selon ses aveux, elle n'a jamais pu retrouver son amie, alors elle a décidé de rentrer chez elle dans l'espoir qu'elle était déjà revenue. Dès le début, ces mots semblaient peu convaincants, car dans cette petite ville, il était difficile de se perdre. Lorsque son frère lui a signalé ces incohérences, Eliana a changé son récit. Elle a admis qu'Elisa était censée rencontrer un mec. On supposait qu'après le service, les écolières rentreraient chez elle ensemble. Cependant, l'amie n'a pas pu retrouver l'héroïne de l'histoire à l'heure dite. Selon Eliana, le nom du mystérieux type était Danila Resti. Danila Resti est né le 3 avril 1975 à Eris, petite ville de Sicile. Au milieu des années 80, il s'installe avec sa famille à Potenza lorsque son père y trouve du travail comme directeur de la bibliothèque municipale. Il s'agissait d'un poste prestigieux, alors l'homme a décidé de déménager toute sa famille dans un nouvel endroit. Le gars a été décrit comme étant étrange. Par exemple, pendant ses années d'école, il a été surpris en train d'espionner des filles dans les toilettes. Il a même tenu un journal dans lequel il parlait en détail de tout ce qu'il avait pu voir. Son cousin, qui avait 2 ans de moins, a décrit son frère comme étant introverti et ayant des difficultés à communiquer avec ses pairs, en particulier avec les filles. Selon sa sœur, lorsqu'elle rentrait chez elle au même moment, Danila essayait à chaque fois de l'attirer quelque part sous des prétextes différents. La jeune fille a refusé, mais un jour elle a fait preuve de curiosité et a voulu voir de quoi Danila parlait. Cependant, elle ne voulait pas y aller seule, alors elle s'est tournée vers son cousin Angelo, qui avait alors 11 ans, pour l'accompagner. Lorsque les enfants sont arrivés à l'heure et au lieu convenu, Danila a déclaré qu'il devait leur bander les yeux et leur attacher les poignets pour qu'ils puissent se rendre au lieu secret. Tous deux étaient d'accord. Danila s'avança et les emmena quelque part. Le jeune homme a assis les enfants sur des chaises et a commencé à bricoler. Sonia a écarté le bandage et a vu Danila enfiler des gants. Ce faisant, il a saisi le couteau, a tiré la tête d'Angelo en arrière et l'a poignardé. La jeune fille a réussi à réagir et l'a attaqué, puis s'est immédiatement enfuie. Le garçon était blessé et saignait. Sa sœur l'a aidé et les enfants se sont enfuis ensemble. Danila les a poursuivis en criant après eux pour qu'ils ne racontent à personne ce qui s'était passé. Angelo a perdu beaucoup de sang.
Lorsqu'il a été transporté à l'hôpital, il s'est avéré que le couteau passait à quelques millimètres seulement d'une artère vitale. En fait, le pauvre garçon était sur le point de mourir. Il a été grièvement blessé. Bien sûr, les enfants ont raconté aux adultes ce qui s'était passé, car il était évident que la blessure n'était pas le résultat d'un accident, comme Danila leur a demandé de le dire. Un rapport de police a été déposé contre le mineur délinquant. Après cela, le père de Danila est apparu sur le seuil de la famille d'Angelo, suppliant, les larmes aux yeux, de recueillir la déposition de la police. L'homme a même promis de les payer. Il a déclaré qu'il savait que son fils avait des problèmes mentaux et qu'il veillerait à ce qu'il reçoive le traitement dont il a besoin. Le père était un homme respecté dans la ville, alors ils l'ont rencontré à mi-chemin. En conséquence, la famille d'Angelo a accepté l'argent et a retiré sa déclaration à la police. Malheureusement, au lieu de tenir sa promesse et d'envoyer son fils se faire soigner, l'homme, au contraire, l'a plutôt empêché afin que cet incident ne nuise pas à sa réputation. La vie du mineur délinquant s'est poursuivie dans ce format. À chaque étape successive, il rencontra des difficultés et s'intégra toujours dans la société avec une grande résistance. Le gars a changé plusieurs établissements d'enseignement et n'a pu se réaliser pleinement nulle part. Après avoir changé 3 écoles, son père a finalement pu l'inscrire dans une université payante, où l'adolescent a réussi à obtenir un certificat. Cela s'est produit à l'âge de 18 ans. Ensuite, Danila est allé au service militaire, mais il a été rapidement renvoyé de là. Le jeune homme a mouillé son lit et s'est comporté de manière inappropriée. Des tournants similaires dans sa vie ne se sont pas arrêtés. Il a continué à traîner sa misérable existence sous l'aile de son père riche et bien connecté. Plusieurs mois avant sa disparition, Danila était bien connu pour son comportement intrusif et grossier envers les filles. Son père n'a jamais rien fait pour se faire soigner, la situation n'a fait qu'empirer. Pendant cette période, il communiquait à la fois avec 3 filles parmi ses voisins. Il les a tous espionnées. Mais à chaque fois j'en voulais plus, de plus en plus. Il a découvert leur numéro de téléphone et a commencé à appeler. Danila pouvait simplement respirer fortement dans le téléphone ou décrire ce que portaient les filles qui l'espionnaient. Plus tard, il jouait parfois de la musique classique au téléphone, selon les filles, cela ressemblait à un film d'horreur. Ensuite, le gars a commencé à envoyer des lettres décrivant des scènes et des dessins obscènes. Tout cela a commencé à empirer. Le gars a commencé à envoyer des cadeaux effrayants, comme une minuterie avec des fils cassés et les mots boum, c'est le temps qu'il te reste. Malheureusement, Elisa Cap figurait dans cette liste de 3 filles. Danila a même commencé à la rencontrer dans la rue, il savait où et à quelle heure elle passait, donc il pouvait apparaître soudainement n'importe où et se comporter de manière très intrusive. Danila a commencé à l'inviter à des rendez-vous, l'héroïne de l'histoire ne ressentait aucun sentiment pour le gars, sa présence lui faisait même peur. Néanmoins, en raison de sa compassion, Elisa a continué à accepter ses réunions encore et encore, à communiquer avec lui, mais à essayer de garder ses distances. Le frère de Gilda a déclaré avoir lui-même été témoin du comportement obsessionnel d'un voisin inapproprié. Un jour, il s'approcha d'eux alors que le frère et la sœur marchaient le long du talus. Danila a commencé à appeler la fille dans un endroit inconnu, a persisté et lui a saisi la main, essayant de l'entraîner avec lui. Elisa serra si fort la main de son frère, indiquant ainsi clairement qu'il ne la laisserait pas partir avec cet homme. Finalement, Gilda a réussi à chasser le petit ami obsessionnel. Le frère fut surpris du comportement de sa sœur, car il ne l'avait jamais vue aussi effrayée. Cependant, elle n'est pas rentrée dans les détails de la communication avec ce jeune homme. C'est pourquoi, lorsque l'amie d'Elisa, Eliana, a annoncé à Gilda qu'elle devait rencontrer ce matin-là à l'église avec Danila, son frère s'est immédiatement inquiété. Selon la jeune fille, pendant cette période, Elisa a finalement trouvé la force de rejeter les avances de Danila. Cette réunion était censée être la dernière. L'écolière a de nouveau accepté dans l'espoir qu'après cela la cour s'arrêterait, mais elle s'est gravement trompée. Après cela, Gilda a appelé chez Steve et le père de Danila, M. Maurizio, a répondu à l'appel, qui n'a pas voulu donner le téléphone à son fils. Gilda a expliqué la gravité de la situation. Il a dit que sa sœur était censée rencontrer Danila, mais qu'elle n'était jamais rentrée chez elle par la suite, alors il s'inquiétait de savoir où se trouvait la fille. Finalement, le père a remis le téléphone à son fils, qui a admis avoir effectivement vu Elisa dans l'église. Selon Danila,
elle s'est plainte d'un jeune homme qui la harcelait lorsqu'elle est venue à cette réunion. Puis elle est partie, et il est resté pour prier et ne l'a plus revue. Après ces mots, le père prit le téléphone et dit précipitamment au revoir à Gilda. Le frère de la femme disparue s'est rendu compte que quelque chose n'allait pas, a appelé la famille et leur a raconté ce qui s'était passé. Tout le monde est immédiatement rentré chez lui à la recherche d'Elisa. L'autre frère de la jeune fille, Luciano, n'a pas pu le supporter et a décidé de se rendre chez Danila Riva et de lui parler personnellement. Sur le seuil, le jeune homme fut de nouveau accueilli par M. Maurizio. Il a refusé d'ouvrir la porte, puis Luciano a commencé à menacer de la défoncer. Finalement, le type étrange est descendu lui-même et est parti. Il était très excité, transpirant littéralement devant ses yeux, et commença à répéter l'histoire racontée par Gilda au téléphone, en bégayant et visiblement nerveux. Quelques minutes plus tard, M. Maurizio a coupé le dialogue avec son voisin de la même manière que précédemment lors d'un appel téléphonique. Les frères de la disparue rentrèrent chez eux, puis décidèrent immédiatement de se diriger vers l'église où s'était rendue la sœur. Ils voulaient inspecter l'endroit où la jeune fille était censée rencontrer Danila. À leur avis, c'est à peu près à cet endroit qu'elle aurait dû disparaître. Ici, les jeunes ont inspecté l'église et ont voulu entrer dans la salle secrète supérieure dont la porte était verrouillée. Cependant, le prêtre a refusé de leur donner accès. La famille Cap a donc décidé de contacter la police et de signaler la disparition de la jeune fille. Dès le début, ils ont fait référence à Danila qui, à leur avis, était impliquée dans ce qui s'était passé. Malheureusement, les forces de l'ordre n'ont pas pris au sérieux la disparition de l'écolière. Ils ont accepté la demande seulement jours plus tard. Ils ont immédiatement décidé de se rendre chez Rive pour parler avec le jeune homme en difficulté. Comme tout le monde, ils ont rencontré ici M. Maurizio. L'homme a déclaré que son fils avait quitté Potenza pour Naples. Il devait revenir dans la journée. Un autre jour plus tard, des agents des forces de l'ordre sont arrivés à la gare routière de la ville pour rencontrer Danila dans le bus en provenance de Naples et lui parler. Cependant, il n'était pas là. Comme il s'est avéré plus tard, le père du jeune homme a arrêté le bus en mouvement avant qu'il n'entre dans la ville et a emmené son fils. Les détectives se sont rendus à son domicile pour parler avec le suspect. On lui a demandé quelles chaussures le gars portait le jour de la disparition de la fille. Il a répondu, il portait des baskets et montrait des chaussures mouillées imbibées d'eau de javel, ce qui semblait suspect. Dans la soirée, Maurizio et Danila se sont rendus au commissariat afin que le jeune homme puisse livrer ses commentaires sur la disparition d'Elisa. Il a fait des déclarations confuses qui se contredisaient et était visiblement nerveux. Les détectives ont également découvert une profonde coupure au bras. Danila l'a expliqué en disant qu'il était tombé accidentellement dans la rue. Selon lui, cela s'est produit alors qu'il marchait dans l'un des escaliers, qu'il a trébuché et s'est heurté à un objet métallique étranger. En raison de la blessure profonde, il a commencé à saigner abondamment et a donc taché ses vêtements. Danilo n'a jamais pu montrer cet endroit dans la ville. Partout où il a emmené la police, essayant de prouver ses paroles, il n'y avait aucune trace de sang. De plus, son histoire a changé à plusieurs reprises lors des interactions avec les policiers. Tout cela semblait très suspect. Selon sa sœur Anna, à midi, lorsqu'Elisa a disparu, son frère est rentré chez lui couvert de sang. Elle a vu qu'il était blessé et a été obligée de l'emmener à l'hôpital, où les médecins l'ont recousu. Malgré les déclarations suspectes du jeune homme, la police a immédiatement déterminé que la blessure avait été causée par un couteau. Comme nous avons réussi à le découvrir, de 11h30 à 13h ce jour-là, personne n'a vu Danny, il n'y avait personne pour confirmer ses propos. Anna a déclaré que lorsqu'il est rentré chez lui, non seulement sa veste était tachée de sang, mais aussi sa chemise et son gant. D'après la description, il était évident qu'il y avait trop de sang pour une coupure accidentelle au bras. À ce stade, tous les vêtements avaient été soigneusement lavés. L'enquêteur a insisté sur le fait qu'il avait besoin de ces éléments pour pouvoir les envoyer pour examen. Il a expliqué que de cette façon, il pourrait dissiper tous les soupçons sur l'homme, mais la famille de Danny était contre. Le policier a même contacté le procureur en chef chargé d'enquêter sur la disparition d'Elisa. Malgré des soupçons raisonnables, le mandat a été refusé. Le procureur a même ignoré le fait que Danilo avait déjà participé à un épisode suspect. De plus, il était clairement la dernière personne à avoir vu vivante la femme disparue. Des témoins ont remarqué dans l'église avec Elisa, mais aucun d'entre eux n'a vu la jeune fille quitter l'église.
Après avoir parcouru le journal d'Elisa, ils trouvèrent une page déchirée. Il semblait qu'elle ou quelqu'un d'autre essayait ainsi d'effacer un secret. La situation n'a progressé que le 5 octobre de la même année, lorsque la télévision a rapporté la disparition de la jeune fille, ainsi que celle du principal suspect, Daniel. Un appel a été passé en direct d'une femme qui n'a pas donné son nom, mais a déclaré qu'elle pensait que Daniel était réellement impliqué dans la disparition. Elle a dit qu'il avait un fétichisme pour les cheveux des femmes. Il a même rassemblé une étrange collection, gardant des mèches de cheveux encadrées dans sa chambre. Pour obtenir ces échantillons, il passait souvent du temps chez les coiffeurs. Naturellement, les ouvriers locaux le connaissaient et le traitaient même de coiffeur pour plaisanter. Après cette conférence de presse, plusieurs autres femmes se sont présentées au commissariat, ont reconnu Danny et ont confirmé qu'il leur avait discrètement coupé les cheveux dans les transports en commun, dans la rue et chez un coiffeur. La police a compris qu'elle développait l'image d'un fétichiste obsessionnel avec un comportement inapproprié clairement exprimé et des traits de caractère obsessionnels. Il pourrait être un déviant sexuel. Tout cela n'a fait qu'accroître les soupçons des autorités. Les femmes qui ont contacté la police ont beaucoup parlé du comportement obsessionnel du jeune homme. La police a notamment appris qu'il harcelait ses voisins. Pendant tout ce temps, il était perçu par son entourage comme un imbécile local. Il le considérait comme inoffensif et ne soupçonnait pas qu'un vrai monstre pouvait se cacher derrière tout cela. Son père a insisté sur le fait que son fils n'avait jamais tenté de faire du mal à autrui. Bien sûr, il mentait. Malgré le fait que la majorité était convaincue de l'implication de Daniel dans la disparition, certains de ses partisans pensaient qu'Elisa s'était simplement enfuie de chez elle. Le père d'Elisa y croyait très fort, il entretenait une relation très chaleureuse avec sa fille et, inconsciemment, il comprit dès le début qu'il ne serait plus destiné à la voir vivante. Dans le même temps, la famille Cap surveillait l'évolution des événements liés à Danilo. Le 7 mars 1995, il a été accusé de faux témoignages sur la disparition d'Elisa. À ce moment-là, les détectives avaient réussi à prouver qu'il mentait sur sa rencontre avec la jeune fille, sur sa blessure à la main et sur la plupart des autres choses dont il avait parlé. La meilleure amie d'Elisa, Eliana, a été évasive dans ses réponses lors de son procès pour parjure. Lorsque le procureur l'a coincée, la jeune fille a déclaré « J'ai peur que ce qui est arrivé à Elisa puisse m'arriver ». Elle semblait en savoir plus qu'elle ne le disait. Pour faux témoignage, Daniel a été condamné à 2 ans de prison. Il a purgé une partie de sa peine en effectuant un travail socialement utile dans une église locale, la même où sa victime probable se rendait le dimanche et d'où elle n'est jamais revenue. L'occasion a semblé se présenter lorsque les autres filles victimes de harcèlement l'ont dénoncé à la police. Malheureusement, le résultat de ces auditions n'a été qu'une amende pour avoir agressé des filles, compte tenu de la richesse du père. Il ne l'a même pas senti. Pendant tout ce temps, la famille Cap a continué à attendre les résultats du travail des enquêteurs dans l'espoir de pouvoir retrouver leur fille et enfin punir le criminel selon sa dignité. Malheureusement, il semble que la question n'ait pas avancé. Les changements n'ont commencé qu'en 1999, lorsque les mains de la police sont parvenues à un mafieux. Il a commencé à coopérer à l'enquête, ce qui a même contribué à faire avancer le cas d'Elisa. Bien entendu, il ne pouvait rien dire sur la jeune fille, mais il a révélé les activités criminelles du procureur général, qui a interdit la confiscation des vêtements de Daniel. C'est lui qui a annulé la commande, pour laquelle il s'est avéré qu'il a reçu une coquette somme de M. Maurizio. Cela a permis à la mafia d'influencer l'enquête et de l'arrêter efficacement. Finalement, le mafieux a été accusé de diffamation, mais ses propos ont contribué à attirer une nouvelle équipe d'enquête sur la disparition d'Elise Cap. Malheureusement, nous avons dû recommencer l'enquête à zéro. La police a d'abord obtenu un mandat de perquisition et s'est rendue au domicile du criminel probable. Dans la chambre du gars, nous avons réussi à trouver des choses intéressantes, notamment une boîte blanche remplie de photographies de femmes souffrant de graves handicaps physiques. Il a insisté sur le fait qu'il s'agissait de ses ex-petites amies, mais tout s'est avéré être un mensonge. Daniel recherchait délibérément des femmes unijambistes et manchots de petite vertu et les photographiait. Il s'est avéré qu'il aimait les corps féminins mutilés. L'étape suivante, les enquêteurs se sont rendus à l'église, où la police a voulu ouvrir la porte même que le prêtre local n'a jamais ouverte aux frères Cap. Il ferma toujours l'église à tous les paroissiens et se rendit à Fugui pour prendre des termes. Le nom du prêtre était donc Dominique Sabia. L'homme parlait toujours de manière très évasive de l'histoire d'Elisa, alors que tout le monde remarquait qu'il était sûr qu'elle était en vie.
Par la suite, il s'est avéré que Don Dominique était un ami proche de la famille de Daniel. Il a même accompagné son père dans le triptyque lorsqu'il a supplié les parents de la victime Angèle de retirer sa déclaration à la police et a contribué à faire pression sur les parents de la victime. Lorsque Daniel a purgé sa peine pour fausse déclaration, l'homme a quitté Paquens et a voyagé à travers l'Europe. Peu importe où il se trouvait, sa nature folle était toujours à ses trousses. Dans toutes les villes où il se trouvait, les femmes ont été victimes de persécutions particulières et de tentatives de se couper les cheveux. Périodiquement, il retournait chez ses parents et ici, à chaque fois, il se comportait avec beaucoup de réserve. Durant cette période, Gilda a créé un site internet qu'il a utilisé pour attirer davantage l'attention sur la disparition de sa sœur. De manière inattendue, il a reçu une lettre signée Elisa, qui rapportait en son nom qu'elle s'était volontairement enfuie de chez elle et qu'elle se trouvait actuellement au Brésil. La jeune fille a demandé de ne pas la chercher. Bien sûr, le frère s'est rendu compte qu'il s'agissait d'un faux, alors il a commencé à suivre l'adresse de l'expéditeur. Il n'a pas été très surpris lorsque les recherches ont conduit à Daniel, qui s'est avéré être la personne qui avait envoyé la lettre. Tout cela renforça les soupçons à son encontre. Même après cela, la situation n'est sortie d'un point mort que le 12 novembre 2002. Au Royaume-Uni, dans la ville de Bournemouth, Heather Barney, une mère célibataire de 48 ans, vivait avec ses filles, qui étaient des écolières. Ce jour-là, les deux filles sont rentrées chez elles, mais leur mère ne les a pas rencontrées, comme elle le faisait habituellement. Dans la salle de bain, les enfants ont trouvé le corps de la femme dans une mare de sang. C'était un spectacle terrible qui a choqué les filles. La mère a été battue à mort avec un marteau, on lui a tranché la gorge, on lui a coupé le sein et on l'a déposé à côté de sa tête. Une mèche de cheveux n'appartenant pas à la femme était placée dans sa main droite et une partie de ses cheveux sous sa main gauche. Heather aurait été agressée peu de temps après son retour de l'école ce matin-là. Lorsque la police a commencé à enquêter sur ce meurtre, elle a rapidement porté son attention sur des voisins suspects. Juste en face de la femme décédée vivait un couple marié. Le nom de la femme était Fama Marsan et le mari, que nous connaissions déjà, était le révérend Daniel. Tous deux étaient italiens. Daniel a rencontré Fama en ligne et a déménagé au Royaume-Uni pour commencer une nouvelle vie. Ils se sont mariés, il a accepté ses deux enfants d'un précédent mariage. La défunte Heather travaillait à la maison comme couturière et les rencontrait ostensiblement pour discuter de la couture de rideaux. Il a été le premier à arriver sur les lieux du crime, rentrant chez lui avec son compagnon lorsque les enfants de Heather ont sonné l'alarme. L'homme a consolé les filles. La police l'a interpellé pour un interrogatoire. Daniela a présenté un ticket de bus avec l'horodatage pour confirmer son alibi selon lequel au moment du meurtre il avait suivi un cours d'informatique. Ils l'ont cru et l'ont renvoyé chez lui. Daniela donnait l'impression d'un homme maladroit qui aurait laissé de nombreuses traces, et le criminel a laissé peu de traces sur les lieux du meurtre. Les tests au luminol ont montré une chaîne d'empreintes de chaussures sanglantes qui s'est soudainement terminée. Cela indiquait que le tueur avait changé de chaussures avant de partir. Il s'est avéré plus tard que Daniela avait nettoyé ses baskets à l'eau de Javel, comme il l'a fait par la suite. Ino Elisa, la fille de la victime, a appris que les clés de leur mère avaient disparu après la prochaine visite de Daniel avant le meurtre, mais elle n'a pas eu le temps de changer les serrures. Maintenant, il est devenu clair pourquoi il lui rendait visite si souvent, il inspectait la future scène de crime et volait les clés pour accéder à la maison. La police a commencé à surveiller le suspect et à écouter ses appels afin d'obtenir des preuves contre lui. Lorsque Daniel était filmé en secret, il traquait des femmes seules. L'équipe de surveillance était préoccupée par cette situation et a donc décidé de l'approcher et de le fouiller. Daniel portait un pantalon imperméable suspect. Dans sa voiture, les policiers ont trouvé des vêtements de rechange, un couteau de boucher, des ciseaux, une cagoule et des gants. C'était le décor parfait pour un crime et il semblait très suspect. La police a fouillé son domicile et a trouvé des mèches de cheveux. De petites taches de sang ont été trouvées sur les baskets nettoyées qu'il portait le jour du meurtre, mais en raison de l'eau de Javel, elles n'ont pas pu être identifiées. Les tests ADN ont montré qu'une serviette ensanglantée laissée sur les lieux du meurtre contenait des échantillons de Daniel. Il a affirmé l'avoir laissée lors d'une visite chez Heather plus tôt. Ils ont contacté des collègues italiens et ont appris que Daniela était suspecte dans l'affaire de la disparition d'Elisa. Tout le monde croyait qu'il l'avait tuée. Après cela, Daniela a été accusée du meurtre de Heather. Le 17 mars 2010,
17 ans après la disparition d'Elisa, ses restes momifiés ont été découverts par une équipe de rénovation dans le grenier d'une église de Pietrance. Outre les os, des boucles d'oreilles, des chaussures, des fragments de vêtements de la jeune fille et les mèches de cheveux d'une autre personne ont été retrouvés. Son soutien-gorge était coupé, ses seins coupés et son jambe déboutonnée, indiquant que la victime avait été violée. Sa famille croyait que le prêtre Don Domenico avait délibérément caché le corps et savait qu'il reposait ici, mais n'a pas pu le prouver. De toute sa vie, il n'avait jamais permis à quiconque d'inspecter la pièce située derrière la porte verrouillée de l'église. Après la découverte du corps, l'église a été fermée. Selon les résultats d'un examen médico-légal préliminaire, Elisa a reçu une dizaine de coups avec un objet pointu, probablement un couteau ou des ciseaux. En examinant le grenier de l'église, il a été possible de trouver des empreintes digitales et des échantillons d'ADN appartenant à Danila, ainsi qu'à un autre homme, probablement le prêtre Don Domenico. Le 9 mars 2011, Elisa a été enterrée. Danilo Resti, quant à lui, était détenu en Angleterre. Il a été accusé du meurtre de Heather Barnett et des preuves étaient en cours de collecte contre lui. Le 30 juin 2011, Danila a été condamné à la réclusion à perpétuité par la Crown Court de Winchester pour le meurtre de Barnett. En novembre 2012, la Cour d'appel britannique a réduit la peine à 40 ans de prison. Le 8 novembre 2011, une procédure de procès simplifié a débuté en Italie pour le meurtre d'Elisa. Tout s'est déroulé sans l'accusé, qui a refusé de participer même par liaison vidéo. À cette époque, le procès en Grande-Bretagne n'était toujours pas terminé, de ce fait l'extradition du criminel avait été refusée. La reconstitution réalisée par le parquet a établi que Danilo Resti avait organisé une rencontre avec Elisa à l'église le matin de ce jour fatidique. Au départ, il avait de sales intentions à l'égard de la jeune fille. Elisa a vu à travers, a tenté de s'échapper et s'est cachée dans le grenier de l'église. Le jeune homme l'a retrouvée et l'a frappée à plusieurs reprises par derrière. La jeune fille a essayé de se défendre, mais n'y est pas parvenue. Il l'a violée et tuée. Comme preuve irréfutable de l'implication de Danil, le bureau du procureur a fourni un échantillon d'ADN provenant de taches de sang trouvées sur les vêtements de la femme assassinée, qui correspondait aux documents de Danil. Comme on le sait, ce jour-là, le suspect a été blessé au bras non pas par accident, mais pendant la bagarre et a laissé une empreinte de son sang sur le foulard d'Elisa. Les procureurs italiens ont requis la peine maximale pour ces accusations, 30 ans de prison. Le 11 novembre, le tribunal a pleinement satisfait aux demandes du parquet et a également condamné le criminel à verser 700 000 € à la famille KPS. Par la suite, le verdict a été confirmé après le procès final, qui s'est déroulé en présence du révérend Danil. Le délinquant est actuellement détenu dans une prison britannique, où il purge depuis 2011 une peine de 40 ans pour le meurtre de Heather Barnett en 2002. En 2051, à la fin de son emprisonnement au Royaume-Uni, il sera extradé et incarcéré dans une prison italienne pour 30 ans supplémentaires pour le meurtre d'Elisa. Cependant, même après cela, l'affaire n'a pas été close, car de nombreuses accusations contre l'Église et ses dirigeants ont dû être traitées. Le corps d'Elisa, exposé pour rester, est resté silencieux pendant un long moment. Il a été découvert plus tôt par l'assistant du prêtre, qui a déclaré qu'il n'en avait parlé à personne immédiatement parce que l'archevêque était occupé ce jour-là et que le lendemain, l'affaire lui était sortie de l'esprit. Il ne s'en souvint que bien plus tard. Malgré les protestations de la famille KPS, toutes les charges retenues contre l'Église ont finalement été abandonnées. Les proches ont particulièrement apprécié la plaque commémorative accrochée à l'église en l'honneur de Don Dominique, qui a couvert le criminel et caché le corps pendant toutes ces années. Malgré toutes les objections, l'église a rouvert ses portes début novembre 2023 et a tenu son premier service. Les proches de la victime britannique Danil ont critiqué l'enquête de la police italienne. Ils se sont plaints que si le corps d'Elisa avait été retrouvé et que le criminel avait été emprisonné, Heather aurait été en vie. Et l'impunité lui a donné carte blanche. Certains pensent qu'il a commis des meurtres rituels. Elisa a été tuée le 12 septembre 1993 et Heather le 12 novembre 2002. Il semble suspect qu'il ait attaqué ses victimes le 12 et laissé une mèche de cheveux près de leur corps. On pense qu'il aurait pu y avoir beaucoup plus de victimes de Danil Rev. Les avocats du petit escroc Amar Benji, reconnu coupable du meurtre de la Coréenne Shono Ochin à Bournemouth, ont suggéré que Danilo aurait pu commettre le crime pour lequel Ben a été reconnu coupable. À cette époque, il vivait dans cette zone,
Le style du meurtre et même le couteau étaient les mêmes, une touffe de cheveux a été trouvée à côté du corps. Note: la femme coréenne a été tuée le 2 de l'année 2002, mais dans cette affaire, il n'y a aucune preuve permettant de le lier au crime, donc Daniil n'a pas été inculpé dans cette affaire. On pense qu'il aurait pu être impliqué dans des agressions contre des filles en Italie, en France et au Royaume-Uni alors qu'il vivait là-bas. Par exemple, son implication dans la disparition d'Erika Armand en Italie est sérieusement envisagée. La jeune fille a disparu sans laisser de traces le 20 avril 2003. Un petit ami et sa mère l'attendaient au restaurant pour le déjeuner de Pâques, mais la jeune fille n'est jamais arrivée. Après l'arrestation de Daniil, des requêtes de recherche avec son nom ont été trouvées sur son ordinateur. Il a surveillé activement les progrès de l'enquête sur cette affaire, qui semble suspecte, c'est ce que font souvent les criminels. Le corps d'Erika n'a pas encore été retrouvé et personne n'a été inculpé dans cette affaire. Si vous avez aimé mon travail, abonnez-vous à la chaîne, soutenez cette vidéo avec un like et discutons de cette histoire dans les commentaires. Merci à tous.